Bonjour. Bonjour. Salut. Il y a eu des problèmes avec les connexions de Zoom. Excuse-moi. Est-ce que tu vois bien mon partage d'écran? Oui, c'est très bien. Ok. Est-ce que avant qu'on commence, tu as des questions par rapport à la méthodologie et tout ce qu'on a vu la dernière fois? Bah, non, c'est bon. Non, C'était c'est bon, pas clair. de questions. T'as plutôt bien compris? Ouais. Ok. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est plus ou moins ce que je t'avais dit, il me semble, la semaine dernière. Avant qu'on fasse la méthodologie sur la dissertation, c'est de faire quand même quelques exercices sur le commentaire de texte pour pas qu'on parle de ça et que tu oublies et qu'après on refasse de la dissertation et que tu oublies aussi. Est-ce que tu as un petit peu, t'avais fini de lire les figures de style? Il me semble que c'était ça que je t'avais dit de faire la dernière fois. Est-ce que sur ces figures de style-là, tu avais tout compris? Il y en a certaines que tu connaissais pas et que tu voudrais qu'on revoie. Il y en a certaines, j'ai un peu du mal. Ok, alors avant qu'on commence l'exercice, on retourne rapidement sur le cours 1 pour refaire enfin, terminer. On s'en était arrêté, il me semble, on avait fait tout, personnification, allitération, assonance, antithèse, on avait fait ou pas, je sais plus. On est allé jusqu'à antithèse. Il me semble, voilà, antithèse. Antithèse, oxymore, c'est un petit peu les mêmes choses. Est-ce que tu connais quand même la différence principale entre les deux? Euh, Oxymore, c'est il y a deux trucs opposés. Pour les deux. Et Pour l'antithèse et pour l'oxymore, tu auras deux choses qui sont opposées. Le seul lien que tu vas avoir avec l'oxymore qui est différent de l'antithèse, c'est que l'oxymore, mais il me semble qu'on l'avait fait, c'est que, par exemple, tu vois, dans cet exemple, obscur, clarté, tu es sur le même, tu es sur le même lien. Enfin, tu parles de la lumière, ok? La lumière, imagine que ta lumière, c'est un fil. D'un côté, tu as l'obscurité, d'un autre côté, tu as la clarté. C'est des mots qui ont un lien entre eux. Ils peuvent finalement être plus ou moins clairs, plus ou moins obscurs, ok? Ils ne sont pas obligés d'être obscurs totalement ou clairs totalement. Alors que l'antithèse, c'est soit tu es pas, par exemple. Soit je vais dire noir, soit je vais dire blanc. Ok? Alors non, c'est pas tout à fait le même bon exemple parce qu'on peut se rapprocher de l'oxymore ici, mais euh, j'ai pas d'exemple là comme ça qui viennent en tête tout de suite. Mais dans l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, on va en voir des antithèses. J'en avais trouvé quelques-unes, donc tu vas pouvoir bien voir la différence. Mais vraiment, oxymore, c'est des mots du même thème, alors que antithèse, c'est vraiment deux mots qui sont complètement opposés. Ok? Ça marche. Pour l'anaphore, est-ce qu'on avait parlé d'anaphore? Je crois pas. L'anaphore, c'est la répétition d'un même mot ou d'un groupe de mots. Tu vas souvent l'avoir au début de phrase. C'est un petit peu différent de l'épiphore. Je ne sais pas si ça te parle, le mot épiphore. Épiphore, c'est la dernière figure qui est là. C'est une répétition d'un même mot ou d'un groupe de mots, mais qui est en fin de phrase. Il est parti, elle est partie, nous sommes partis. Ok, tu vois la différence entre l'épiphore, qui est la répétition à la fin, et ici, pour l'anaphore, tu as une répétition du mot, mais au début. Moi, président. Ou alors tu peux avoir je mange, je cours, je saute. Sans ça, sans lui, sans moi. Ok? La répétition du mot au début, on appelle ça une anaphore. Et la répétition d'un mot ou d'un son à la fin d'une phrase, on appelle ça une épiphore. Pour ce qui est du chiasme, est-ce que ça t'as compris ou pas? Ça, j'ai un peu eu du mal. J'ai Le compris, mais à chiasme, moitié. ok. On n'en rencontre pas très souvent. Ok, c'est pas une figure de style qu'on trouve très souvent dans les commentaires de texte. Ça peut arriver, il faut quand même la connaître, mais ça fait pas partie des plus importantes. C'est plus ou moins quand tu as une construction en miroir de quelque chose. Donc tu vois ici, l'exemple que j'ai mis, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Pour bien représenter ça, c'est comme si ici, tu avais... attends, un ici, un ici, deux ici, deux ici. Ah non, pardon, deux ici et deux ici, et trois. Donc, tu es d'accord que tu fais 3 2 un et un 2 trois. C'est comme si ici, tu avais un mur et que de ce côté-là, tu as le début de cette vague
et de l'autre côté, tu as la suite de la vague. C'est vraiment le miroir. Ok? Un chiasme, c'est le miroir entre la construction des phrases. D'accord? Ok. Ensuite, pour la gradation. La gradation, on en rencontre aussi de temps en temps et elles peuvent être parfois un petit peu compliquées à trouver, mais en règle générale, ça passe. C'est le fait que tu vas avoir plusieurs idées sur un thème qui va être soit croissant, soit décroissant. Par exemple, tu vas atténuer quelque chose. Je meurs, je suis, enfin, pas vraiment atténuer, mais je meurs, je suis mort, je suis enterré. Ok? On parle du moment où quelle est la chronologie? Tu pars sur une gradation, tu as une chronologie de quelque chose. Tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Je suis né, je vis, j'ai vécu. Là, tu as aussi une gradation. Est-ce que tu as des questions sur ça ou c'est bon? Ah, j'avais bien compris. Ok. Ensuite, tu as la litote. Est-ce que la litote, tu as compris ce que c'était? Dire, on dit quelque chose, mais pas dans son vrai sens. Ouais, c'est C'est, ça. C'est en fait, c'est pareil, elle est de temps en temps un petit peu compliquée à repérer, celle-ci, mais c'est le fait de dire quelque chose que tu penses, mais que tu le dis sans le penser vraiment, mais tu penses autre chose, mais souvent en mieux. Tu vois, le fait de dire c'est pas mauvais, c'est pour pas trop flatter l'ego de la personne, on va dire. Tu vas pas lui dire waouh, il est excellent ton repas, vraiment c'est trop génial, ok, c'est trop bon et tout ça. Tu dis juste ouais, c'est pas mauvais, ok, c'est un peu, on va dire, pour pas flatter l'ego de l'autre. On peut dire ça comme ça, mais en soi, la bonne réflexion de la litate, c'est dire moins, mais pour penser plus. Pour l'euphémisme, est-ce que tu as compris ce que c'était? oui, Comment tu pourrais m'expliquer? c'est quand c'est pour pas choquer le public, pour dire quelque chose de moins violent. Exactement. L'euphémisme, donc c'est ça en fait qui atténue, c'est l'atténuation de quelque chose. Au lieu de dire il est mort, tu vas dire il est décédé ou il nous a quittés. Ok? Tu peux avoir d'autres exemples là-dessus, mais souvent les euphémismes, moi c'est une expérience que j'ai vue dans plusieurs textes à chaque fois. J'ai l'impression qu'on le retrouve souvent dans des textes où justement ça parle de la mort. Ok? Le parallélisme, est-ce que ça te parle? Ça, j'ai pas trop compris. C'est... Attention, faut pas le confondre avec le chiasme. Ok? Le chiasme, c'est vraiment t'as ton miroir et t'as des deux côtés une représentation en miroir. Le parallélisme, ici, c'est juste la répétition d'une structure, ok? Entre deux phrases ou entre des propositions. L'un voulait l'amour, l'autre voulait la guerre. En général, le parallélisme, tu le retrouves toujours sous cette forme. L'un tatata, l'autre tatati. Ok? C'est le fait que tu es, comment expliquer? Il se passe quelque chose ou quelqu'un veut quelque chose et l'autre situation, elle est différente. Est-ce que tu comprends ou pas? J'entends pas quand tu parles. Pas compris comment on peut la trouver. En général, je te dis, elle sera toujours sous cette forme-là. L'un tatata, l'autre tatata. Ok. L'un voulait l'amour, l'autre voulait la guerre. L'un voulait manger des frites, l'autre voulait manger des potatoes. Ok? Ouais. En général, tu la retrouves toujours comme ça. Si tu l'as pas sous cette forme-là, tu peux la retrouver de différentes manières, mais ça sera toujours dans le sens où tu as deux idées importantes, mais qui s'opposent. Donc, Ok. par exemple, euh, hmm, manger des prunes ou manger de la glace. Tu as deux idées importantes, mais elles s'opposent. Un, il mange des prunes, l'autre, il mange de la glace. Et du coup, tu vois, c'est pareil. Tu le retrouves en l'un mange des prunes, l'autre mange de la glace. Ok? Ok. En règle générale, les parallélismes, moi, souvent dans les textes, je les ai retrouvés en l'un, tatata, et l'autre, tatata. Mais sinon, c'est vraiment, tu dois repérer, c'est une opposition entre deux idées qui sont importantes. Mais attention, faut pas confondre les oppositions avec des oxymores ou des antithèses. Ok. Ok? La métonymie, ça, c'est un petit peu compliqué. Pas tout le monde a la remarque et elle est des fois un peu compliquée à comprendre ou à se souvenir. On la rencontre pas très très souvent dans les textes, mais ça peut arriver.
c'est le fait de remplacer un mot par un autre mot, mais qui va le lier dans la compréhension. Je m'explique. Quand tu dis boire un verre d'eau, tu es d'accord que tu bois pas le récipient, tu bois le contenant de l'eau. Ouais. OK? Donc, c'est dire que tu bois ton verre pour dire que tu bois de l'eau. L'autre exemple que je t'ai mis, c'est il a lu tout Balzac. Balzac, c'est un auteur. Donc, tu parles d'un livre. T'as pas lu l'auteur, t'as pas appris la personne et t'as pas lu sur la personne. T'as lu son livre, t'as lu le livre de Balzac. On parle du livre. OK? Donc, la métonymie, c'est vraiment le fait de remplacer un mot par un autre mot, mais qui a un sens logique dans la compréhension, enfin, quand tu vas dire, enfin, quand tu vas t'exprimer. OK? Ouais. Question là-dessus ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. Et donc, du coup, l'épiphore, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la répétition d'un même mot, mais à la fin. Ok. OK? Est-ce que tu as des questions là-dessus ou pas? Non, ça va. C'est bon? C'est plus clair que quand tu as fait les lectures tout seul? Ouais. OK. On peut regarder, on peut prendre 2 minutes si tu veux pour regarder le s'entraîner bien comprendre. C'est juste pour, on va dire, débuter ce qu'on va commencer juste après. T'as un mini-texte, vraiment c'est une ligne et demie. Le vent hurlait dans la nuit noire, secouant les arbres comme des marins pris dans une tempête. Les étoiles semblaient éteintes et l'obscurité régnait en maître sur la vallée. Qu'est-ce que tu remarques dans ce texte sans tout de suite voir les figures de style? Qu'est-ce que tu peux observer sur le contexte, par exemple? Ah, il y a une tempête. Il y a une tempête, mais c'est quoi, quelle est l'ambiance, par exemple, du texte? L'ambiance ou quel est le registre? On peut parler un petit peu de registre aussi ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est plutôt triste. Ouais, triste, le vent hurlait dans la nuit noire, secouant les... Et toi, si tu étais Euh, dans cette forêt, par exemple, tu serais comment? Ou dans cette forêt, dans cette tempête, tu serais quoi? Terrifié. Terrifié, effectivement. Quand tu as des petites phrases comme ça, ou même dans des situations de texte, pour essayer de trouver un peu l'ambiance, le registre, le contexte, le ton, essaie de te dire si c'est quelque chose de réalisable. Si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je me dirais? Effectivement, là, tu serais très terrifié, ça fait peur, tu te trouves dans une tempête, en plus il y a du vent, en plus, je vais pas donner la réponse parce que tu vas devoir l'analyser après, mais il y a des figures de style qui te font paraître la chose encore plus effrayante. Donc, tu es dans déjà une ambiance qui est inquiétante. Qu'est-ce que tu peux dire sur le début de la phrase? Est-ce que tu arrives à voir la personne, pardon, j'allais dire la réponse. La figure de style que tu vois ici. Une personnification. Parce que quand Ouais, le vent hurlait, bah, ça le ok, personnifie à l'humain. Parce que très le vent, bien. il ne peut pas hurler. Ok, et qu'est-ce que ça peut enfin, on est dans la situation, on est déjà dans une ambiance qui est inquiétante, qui est terrifiante. En plus, on nous dit que le vent, il hurle, donc que le vent, il est personnifié. Qu'est-ce que ça peut impacter en plus, si tu devais un peu décrire, si on était dans l'analyse, qu'est-ce que tu pourrais dire? Euh, il veut dire que le vent était très fort et qu'il faisait beaucoup de bruit. Ouais, alors le problème si tu fais ça, c'est juste tu résumes. Tu n'analyses pas, tu résumes. Si on te demande ça, ce qu'il faudrait que tu répondes, c'est déjà de dire le vent hurlait, c'est une personnification, donc ça c'est ce que tu as bien dit, que on personnifie le vent à un humain qui hurle, effectivement un arbre ça peut pas hurler, que on rentre du coup d'autant plus dans notre ambiance inquiétante, et après tu fais des liens avec qu'est-ce que tu vas voir après, qu'est-ce que tu peux analyser sur le reste de cette partie de bout de texte. J'entends pas. La nuit noire. Pardon? La nuit noire. Ouais, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Et il y a une ambiance très sombre, très inquiétante, avec Ouais. en plus du vent.
Ouais. Alors, c'est pas faux ce que tu dis, mais du coup, en fait, cette petite explication-là, il faut que tu la développes dans ta personnification, dans le fait que le vent, il hurle, le vent, il est personnifié, que l'ambiance nous permet de nous mettre dans une ambiance qui est, enfin, l'ambiance est inquiétante, le fait d'être dans la nuit, que la nuit, elle est noire, qu'on est dans quelque chose qui est sombre, que on a tous ces éléments-là, ça enfin, ça rapproche toujours au fait qu'on est sur une ambiance inquiétante. Mais tu peux pas, enfin, tu peux pas. Il faut que tu regardes chaque mot, c'est sûr, chaque mot et chaque bout de phrase. Mais il faut que tu analyses bien la suite. Là, on a analysé déjà cette partie-là. Maintenant, il faut que tu analyses le reste de la phrase. Secouant les arbres comme des marins pris dans une tempête. Qu'est-ce que tu dirais? Comment? Et, et personnification des arbres aux marins. C'est pas une personnification ici. Pas une comparaison. Comparaison, très bien. Donc effectivement, c'est quoi qui est comparé? Les arbres aux marins pris dans une tempête. Ok, très bien. Donc pareil, tu peux dire que ça aussi, ça renforce cette ambiance inquiétante. Alors, tout ce qu'on dit, c'est pour renforcer l'idée. Mais effectivement, quand tu vas faire ton commentaire, tu peux pas dire à chaque fois, on a la présence d'une ambiance inquiétante, le vent hurlait, la personnification, ambiance inquiétante, secouant les arbres comme des marins, comparaison, ambiance inquiétante. Tu peux pas répéter à chaque fois. Ton idée principale de ce texte, ça va être que tu as la présence d'une ambiance inquiétante. Comment est-ce que tu mets en avant la présence inquiétante? Comment tu le justifies? Comment tu l'analyses? Grâce à la personnification, grâce au fait que la nuit elle est noire, grâce au fait qu'il y a une comparaison comme les marins. Ok, il faut que, en fait, ton idée principale, c'est l'ambiance inquiétante et tu développes toutes les idées que tu trouves autour de ça. Tu peux pas répéter à chaque fois que ça ramène à l'idée, à l'ambiance inquiétante, mais on le sait parce que tu l'as introduit au début. D'accord? Ok. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux continuer de dire sur le reste? Les étoiles semblaient éteintes et l'obscurité régnait en maître sur la vallée. Sensation de solitude, comme il n'y a plus rien dans le ciel et que il fait sombre dans toute la vallée. Ok, très bien. Effectivement, tu peux mettre enfin, tu peux effectivement parler de ça. Et ce qui est important de relever, c'est que les étoiles semblaient éteintes. Normalement, quand il fait nuit, qu'est-ce qui éclaire, on va dire? Parce que ça éclaire pas vraiment, mais qu'est-ce qui éclaire le ciel? C'est la lune et les étoiles. Si on te parle d'étoiles éteintes, effectivement, tu as de l'inquiétude, de la solitude. T'as l'impression d'être tout seul, comme posé quelque part dans le noir. Tu vois, c'est important de le dire. Et si en plus, déjà, t'es dans une forêt, que tu as des arbres qui hurlent, que il se passe tout ça, tu es sur un truc inquiétant, mais tu as une atmosphère qui est comment? Comment tu pourrais qualifier ton atmosphère ici? Avec de la peur. Ouais, inquiétante, mais surtout oppressante. T'es oppressé, est-ce que tu le ressens? Par quoi t'es oppressé ici? L'obscurité. C'est ça, t'es abasourdi en fait par le fait que t'as l'impression d'être... Enfin, tout s'accumule sur toi. L'obscurité, le vent, les arbres et le noir complet, ok? Est-ce que tu arriverais là-dessus à relever, il y a un petit champ lexical qu'on pourrait relever, qui est intéressant de relever. Sombre.
Ouais. Tu mettrais quoi comme mot si tu devais dire que tu as la présence du champ lexical sombre? Bah, nuit, noir, obscurité, éteinte. Voilà. C'est tout, ouais. Et alors, pour mieux le dire, toi, tu me dis champ lexical sombre. On parlerait de champ lexical comment? Euh, Tu as le droit de réutiliser des mots qui font partie du champ lexical. l'obscurité. Ouais, donc tu dirais que tu as le champ lexical de l'obscurité et après tu te définis. Noir, éteinte, nuit, obscurité. Ok? Ouais, Est-ce que ça c'est bon pour toi? ouais, ça va. Du coup, ce que je te propose, c'est que on commence euh, les exercices. Juste, il y a le petit rappel de petite méthode, on le relit rapidement, ça va nous prendre 2 minutes. C'est pour que ça soit bien clair pour toi et qu'on n'ait pas besoin de reswitcher sur le cours 1 à chaque fois. Est-ce que tu te souviens quelle est la première chose à faire quand tu as ton texte devant les yeux? J'ai pas entendu. Le lire une première fois, Ok. Qu'est-ce que tu fais après? prendre des notes de ce qui est le plus important. Ouais. Après? Puis on essaie de le comprendre aussi. Ouais. Alors, le comprendre, c'est à la première lecture du texte, tu dois déjà avoir compris. À la deuxième lecture, tu commences à prendre des notes, relever quels peuvent être les éléments importants et trouver ton idée principale. Quelle est l'idée principale de mon texte? Quelles sont les idées que je vais pouvoir mettre en avant? Cette idée-là, elle me paraît bien. Il faut que je trouve maintenant les arguments qui vont aller autour de cette idée. Les arguments et des exemples. OK? Tu n'as jamais d'idée toute seule ou tu n'as jamais d'argument tout seul ou d'exemple tout seul. Ça fonctionne par trois. Idée, argument, exemple. OK? À la suite de ça, dans tes exemples, dans tes arguments ou autres, à côté, tu peux parler des figures des styles, des mots-clés, donc du champ lexical que tu vas pouvoir avoir relevé, ok? Et ensuite, une fois que tu as déjà fait cette première analyse-là, tu commences à structurer. Tu commences à faire ton introduction, tu as trouvé ta problématique, tu formes ton plan. Et quand tu formes ton plan, tu sais où tu mets tes parties. Dans quelle partie je vais avoir ça, à quel moment je vais parler de telle chose, quels sont les connecteurs logiques que tu vas pouvoir utiliser dans un premier temps, secondement, ensuite, tout d'abord, ok? Et je rappelle, il est hyper important de ne pas utiliser je. Nous parlerons de, nous verrons ça, et surtout pas, je vous expliquerai. Ça, c'est bien clair pour toi parce que c'est vraiment un des critères les plus importants sur la rédaction. Ok. Ensuite, donc, une fois que tu avais trouvé dans tous les cas tes idées, tes arguments, tu as pu réussir à extraire les situations que tu voulais parce que c'est ça qui va faire partie de tes arguments. Donc, tu sélectionnes bien ton texte, tu sélectionnes bien ta citation, tu notes bien ta citation dans ton devoir, entre guillemets, hyper important. Et ensuite, tu commences donc bien à rédiger ton introduction, ton développement et ta conclusion. Tu te rappelles ce qu'on met dans une introduction? Présente euh, l'auteur, la date, l'époque, enfin un petit résumé, Ouais, puis le registre, ouais. T'as oublié deux choses super importantes. la problématique, Ouais, et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais après ta problématique? les axes, Les axes, mais comment ça s'appelle? Le plan, le plan. ok? Hyper important. Auteur, époque, date, résumé, registre, problématique, plan, ok? C'est bon pour toi ça? Ouais. Ok. Ensuite, donc ici, c'est un premier texte que je te propose. Je te propose déjà de le lire et d'essayer de comprendre le texte. Il est très court, ok?
et tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux, si tu peux relever des choses là-dessus. Donc, je te demande pas de me faire une introduction, un plan et tout ça, je te demande juste de relever les figures de style et le registre, si tu trouves le registre, le ton et le champ lexical, enfin les champs lexicaux que tu peux trouver. Dis quand tu as fini de le lire, après on fait l'exercice à l'oral. Je t'entends pas. J'ai fini. Ok. Est-ce que tu as compris le texte, ce petit bout de texte-là? Ok. T'as pas de questions dessus, c'est bon? Juste blafarde, sous la lueur blafarde de la nuit. C'est une lueur qui est sombre. Ok. 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 Qu'est-ce que tu peux commencer à relever? On essaie de le faire de manière chronologique pour pas qu'on s'égare tous les deux. Surtout que j'ai pas mis, enfin, j'ai pas noté les lignes. J'aurais dû les noter, mais j'ai pas noté les lignes. Mais toi, ta feuille en temps normal, tu fais dans l'ordre que tu veux. Mais je conseille toujours de prendre le texte de manière chronologique pour pas s'égarer. Donc, commence du début. Qu'est-ce que tu peux relever? Est-ce que tu vois des choses importantes? En général, moi, je commence toujours par faire les figures de style et après le lexique, les champs lexicaux et tout ça. Et si, pardon, avant, je fais registre et ton. Est-ce que tu vois un registre particulier et un ton particulier ici? Registre Comment peut être le registre ici? un peu tragique. Enfin, Plutôt le ton qui serait tragique, mais c'est pas vraiment tragique. Tragique, tu t'attends à un destin qui est tragique, qui est mort. Ici, on n'a pas forcément un destin mort. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Rappelle-toi, le ton, ça va être sur certaines phrases et le registre, ça prend le texte. Si tu prends l'ensemble du texte, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui peut être important comme registre là-dessus? peut-être lyrique. Lyrique? Enfin, ouais. Ouais, ça pourrait. Moi, il y a quelque chose qui me saute un petit peu plus aux yeux. C'est pas forcément des registres. Enfin, il y a énormément de registres, hein. Je t'ai pas tout présenté la dernière fois. Mais le fait que le vent il hurle dans la nuit, que les arbres soient tordus, que tu as des lueurs blafardes, que tu es en plus des vieilles maisons qui peuvent respirer, ok? Que tu as des murs qui craquent. Euh, puis un grincement. Bon, grincement un peu moins. Mais tout ce que je viens de dire, ça te fait penser à quoi? Je sais pas si tu as parlé, j'ai pas entendu. La peur. Pas la peur, mais Je peux pas trop te donner d'indices. J'aimerais bien que tu trouves. Mais
déjà, tu peux relever plus ou moins deux registres. OK? Celui qui va se rapprocher du plus, enfin le plus de ce que tu as dit, pour moi, c'est le registre gothique. OK? Qui va se rapprocher de la peur, des ténèbres, de tout, ce que tu as dit juste avant. OK? Est-ce que tu sais ce que c'est le registre gothique? C'est un registre plutôt sombre, Ouais, je c'est pense. ça. Ouais. Registre. On a du registre qui est gothique. Mais un autre petit truc qui, qui va avec le fait que, comme je te dis, le vent hurlait, les arbres ils sont tordus, t'es sous une lueur qui est blafarde, il y a des vieilles maisons. Ça te fait penser à quoi? Juste si tu prends par exemple le vent hurlait, les maisons tordues et vieilles maisons. Dehors, À quoi? c'est un peu, pas comment on peut expliquer, mais euh, la peur, la terreur, comme un film d'horreur, quoi. Ouais. Ça, moi, tout ce que tu viens de dire, je le mettrais plutôt pour le ton. Parce que c'est le ton de ces phrases-là qui te donne un ton qui est peureux, qui est angoissant. C'est plus joli de dire angoissant. Mince. Oula. Ok? Angoissant. Mais là où je veux en venir pour l'autre registre qu'on peut voir, c'est un registre qu'on appelle fantastique. T'es dans quelque chose qui est du surnaturel, on peut appeler ça du fantastique, ok? Le vent, il hurlait, on sait déjà que c'est pas possible. Des arbres tordus, bah ça existe pas trop, à part dans les films un peu fantastiques, ok? Les vieilles maisons, bah ça existe, mais bon, quand on a déjà une situation enfin, telle qu'elle est dans le texte, on pense à des choses un peu surnaturelles, un peu fantastiques. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. Ok. Donc, deux choses importantes à relever, le registre, le ton, ça c'est fait. Maintenant, est-ce que tu arriverais à relever enfin, sur ce texte-là quelques figures de style? Bah, au début, il y a la personnification, Ouais, avec le vent hurlet. Après, il y a une comparaison des arbres tordus aux âmes en peine. très bien. Attends, j'écris juste pour comme ça tu auras la correction. Personnification, vent hurler, ok. Ici, tu as dit les arbres tordus comme des âmes en peine, très bien, comparaison. Qu'est-ce que tu as d'autre? Euh, la lueur blafarde de la nuit, c'est un peu une oxymore parce que normalement, la nuit, elle est éclairée et sous la lueur blafarde, là, elle sombre. Du coup, Très c'est un bien. peu un opposé. Ouais, la lueur blafarde de la nuit. Attends, où c'est que tu m'as dit? La lueur blafarde de la lune, Ok, donc oui, ok. Et quoi, antithèse ou oxymore? oxymore. Oxymore, ouais. Puis, la méso semblait respirer, c'est aussi une personnification. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre? Euh, un silence, il est comparé au, au monde qui retenait son souffle. Ouais, du coup, tu as quoi ici? Une comparaison. Ouais. Donc, attends, silence. Ok. Ensuite, Euh, bah, un grincement sinistre, euh, il est comparé.
au long gémissement venu d'outre-tombe. L'amissement sinistre, c'est le vin du porc. Je te dis que c'est comparé à... Oui, Un oui. long gémissement venu d'outre-tombe. Ok. Et donc quoi? Comparaison ici? Métaphore. Ouais, métaphore. Très bien. Ok. Ensuite, Par exemple, si euh, où ça que tu vois une autre comparaison? tout semblait figé dans une attente oppressante, comme si l'ombre elle-même s'apprêtait à prendre vie. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, c'est tout. Il y en a une autre. Attends, je retrouve plus. Il y a une personnification que tu n'as pas relevée ici. Est-ce que tu vois où elle est? Tu la vois ou pas? Tu l'as soulignée en tant que comparaison, mais il n'y a pas qu'une comparaison sur celle-ci. Les vents hurlent dans la nuit, les vents fouettant les arbres. Mm. Où est-ce que t'en es? C'est pas celle-ci que je voyais moi. Où est-ce que c'est? Tout au début. Fouettant les arbres. Bah, en fait, oui, mais c'est juste que tu peux continuer celle-ci. Ouais, on peut faire ça en disant bah, le vent est lourd et le vent il fouette, ok? Et c'est pas possible, ok? Donc personnification. Mais pour moi, là où, enfin, ce qui est le plus important de relever ici, c'est vraiment le vent hurlait. Hurlait, c'est vraiment pas possible. Fouettant, on peut encore dire, tu vois, des fois quand tu marches et qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, on dit que le vent il est quand même fouettant, tu vois, il te frappe au visage des fois quand tu marches. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'élément à relever. Tu peux, mais pour moi, sur cette phrase-là, ce qui est vraiment important, c'est le vent hurlait. Ok? Je préfère pas te l'entourer. Tu peux te le garder en tête, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est important de relever là-dessus. Mais ailleurs, tu as une personnification. Le monde retenait son souffle Ouais. Où c'est que c'est? C'est un truc avec au lui, mais. milieu, Hmm, la troisième ligne. un, deux, trois, comme si. C'est pas l'ombre, c'est un silence. Ça, c'est le silence, comme si, pensant à ça, comme si. Ah non, le monde retenait son souffle, non, c'est pas ça. Parce que le monde, ça peut être tout le monde. Donc c'est bon. C'est un peu plus loin. Tu le vois ou pas? L'ombre elle-même s'apprêtait à prendre vie. Très bien. Ici, tu as une personnification.
Bon, prendre vie. Ok, Ouais. super. Il n'y a pas d'autre chose là-dessus. Maintenant, on peut passer, enfin, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres figures de style. On peut passer au champ lexical. Est-ce que tu repères un champ lexical ou plusieurs champs lexicaux? Ils font l'étiquette de l'obscurité avec la nuit, Mhm. la lueur blafarde, Ouais. euh, l'ombre, Ouais, et puis voilà. ok. Donc, est-ce que tu vois d'autres champs lexicaux? Le vent, enfin non. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Il y a deux autres champs lexicaux qu'on peut repérer ici. Silence. Enfin, les... Ouais, le silence, très bien. Qu'est-ce que tu relèves avec ça, du coup? Enfin, silence et son. Tu peux les classer tous les deux. C'est le registre de la parole. Donc, Ouais. Tu peux l'intituler son et silence. Qu'est-ce que tu mettrais dans son et silence? hurlet, Ouais. euh, silence, Ouais. souffle, Mhm. euh, gémissement. Ouais. Ici, tu peux mettre pardon, au-dessus pour silence, tu peux mettre silence pesant. OK. Ouais. Balancement, OK. Et, oh, c'est tout. Il y a gémissement aussi que tu peux mettre. Oui, gémissement. OK. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? La vie, comment La vie, expliquer, mais qu'est-ce que tu dirais sur ça? avec le vent hurlait, là, il prend vie, fouetter, quoi, fouettant, respirer, euh, prendre vie. Alors, ça, tu peux le mettre, mais il faut le formuler un peu autrement. Hurlet, fouettant. Tu m'as dit quoi après? Respirer. Respirer, prendre vie. OK. Ça, il y a une autre manière de l'intituler. On n'appelle pas ça un champ lexical. Enfin, on peut appeler ça un champ lexical, mais c'est la présence de verbes d'action. Donc, d'accord que on est tous sur des verbes d'action.
Hurler, c'est un verbe d'action. Fouetter, c'est un verbe d'action. Respirer, c'est un verbe d'action. Prendre vie, c'est un peu moins un verbe d'action, mais c'est une action quand même. OK? Ouais. Donc, Ouais. présent de verbe d'action. OK? Et moi, il y en a un dernier que je voyais. C'est si je te dis hurler, oppressant, sombre, enfin ombre, sinistre, ça te fait penser à quoi? Tu sais ou pas? Pression. Hmm. Si t'es si imagine t'es dans la scène là et que tout autour de toi, par exemple, il y a des hurlements, c'est oppressant, À la il y a des peur. sons, ouais, c'est la peur, c'est la terreur, ok? Donc on a dit, pareil, tu peux mettre encore hurler. Je me souviens plus celui que j'ai dit. Je ne les vois plus hurler. Blafard, tu peux le mettre aussi. Euh, Oppressant, ombre, sinistre et poussiéreux. Poussiéreux, ok. Est-ce que ça, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ça va. Ok. Signal, terreur. Ok. Est-ce que tu relèverais d'autres choses? Euh, Je n'entends pas. je pense pas. Ok. Ah, il y a rien qui me vient là. Si je te demandais d'essayer de me formuler une problématique sur ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Euh, comment, comment l'auteur fait pour que euh, comment l'auteur fait pour nous faire ressentir un sentiment de peur et d'humanisme, je sais pas comment expliquer. Ouais. Alors, comment l'auteur fait, tu peux le formuler autrement. Comment l'auteur instaure-t-il? C'est plus joli, ok? Ouais. Comment l'auteur instaure-t-il? C'était quoi la suite que tu avais dit? Pour nous faire passer un sentiment de peur, Ok? Alors, essaie de remplacer les mots peur, de le mot peur, et de garder un peu tout ce qu'on a dit un petit peu avant. On a parlé de champ lexical obscurité. Ah oui, on n'a pas parlé de celui-là. Je pensais qu'on avait dit angoissant. Mais ça fera plus dans la problématique. C'est plus joli de dire angoissant que peur. OK? Donc, je suis d'accord. Comment l'auteur pourrait-il instaurer ou comment l'auteur instaure-t-il l'atmosphère de l'angoisse ou une atmosphère angoissante? Euh, Avec quoi? Comment tu pourrais le formuler après? avec l'humanisation de mots. Ah, je sais pas comment ça. Ça, tu peux pas formuler ça comme ça parce que tu donnes dès ta Ouais, pratique la personnification. C'est pas le but. On n'a pas que des personnifications ici, tu peux pas. avec, avec la vie. Je sais pas. Ce que je te propose, je veux pas te donner la réponse. Je te la donnerai la prochaine fois. Essaye, si tu as le temps, de te reposer là-dessus et de proposer une ou deux ou trois problématiques si tu en as plusieurs qui te viennent en tête. Et on discute de ça la semaine prochaine. Est-ce que ça te va? Oui. C'est pas un devoir très compliqué. Si t'as pas le temps de le faire, c'est pas grave, hein. C'est jamais des obligations, les devoirs que je donne. Mais comme ça évite que je te donne la réponse et ça te fait réfléchir un peu et je vois comment tu formules des problématiques. Ok? Ouais. Ça te Ouais. va?
Si même tu veux aller un peu plus loin, c'est un texte qui est très court, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais tu peux essayer de me faire un petit développement sur ça. Qu'est-ce que tu peux relever avec ce qu'on a relevé? Qu'est-ce que tu peux analyser et qu'est-ce que tu pourrais dire? Si tu veux t'entraîner, tu peux le faire. C'est pareil, c'est pas une obligation. OK? Ah ouais. Est-ce que tu as des questions? Euh, Ça va. Ça va? C'est juste pour la semaine prochaine, Oui. est-ce qu'on pourrait décaler euh, de 16h30 à 17h? Parce que j'ai un cours qui s'est rajouté. 16h30. Mais on a déjà. Ah non, OK. Oui. De 16h30 à 17h. Ouais. Bah, c'est ce qu'on a déjà. Ah, là, c'était 16h30, je crois. Moi, j'ai noté mardi prochain, 16h30. Tu veux qu'on décale plus tard? Ouais. À quelle heure, du coup? À 17h30? 17h ou 17h30, n'importe. Ouais, moi, ça me va, pas de souci. Ok, merci. Ok. Parce Donc, que j'ai c'est un juste cours un... de maths qui s'est rajouté Ok. entre-temps. Ok. Bah, je te laisse. Moi, je suis disponible soit 17h30, soit 17h. Je te laisse me redire ce qui te va le mieux par message. Comme ça, on fait la modification sur l'emploi du temps de la Ouais? société. Ok? Ça marche. Ok. Je noter. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. À la prochaine.